Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselman. J'accueille sur le plateau l'équipe de Ligne Droite avec Adèle Rosner, Corentin Périni et Louis Rigaudière pour sa chronique. Eh oui, la première devant vous. Oui, alors vous nous parlez du Digital Act en ce qui concerne la liberté sur Internet. Alors oui, Baudouin, c'est enfin notre rentrée après quasiment 2 mois d'absence. 2 mois où l'actualité ne se sera quant à elle pas reposée, loin de là. On aurait pu vous parler de cette hystérie autour du JDD, devenu un journal raciste, antisémite, fasciste, poutinolâtre, amateur, malsain, anti-républicain. Bref, je pense qu'on s'est compris. La gauche a évidemment de suite coupé tout lien avec le journal et les macronistes ont hors de ne pas s'y exprimer sous peine de sanctions. On aurait pu également vous parler de ces multiples faits divers qui, comme chaque été maintenant, ont choqué bien plus de Français que de journalistes. Il n'y a qu'à voir le traitement médiatique réservé au jeune Enzo, tué pour un simple regard, ou encore par la jeune femme victime d'un terrifiant viol survenu à Cherbourg. Autant de crimes qui s'accumulent et laissés sous silence par les médias de grand chemin. Alors malgré la gravité de ces sujets, ce qui a retenu le plus votre attention, c'est produit un 25 août. Et oui Baudouin, le 25 août est une date que beaucoup de Français, voire d'Européens, craignaient. Un mois plus tôt, un technocrate non élu, mais au pouvoir immense, s'était exprimé sur les futures mesures qui allaient drastiquement changer les règles de régulation des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on a vu aussi des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire on aura les moyens couper les réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Avec, encore une fois, c'est pas une personne, c'est pas un État, c'est pas un conseil d'administration, c'est notre loi. Nous sommes maintenant équipés pour cela, avec un conseil spécifique, mais croyez-le, les interventions vont être extrêmement rapides. D'abord, et je le dis, c'est une régulation ex ante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plateformes, à partir du 25 août, devront nous démontrer qu'elles ont pris des dispositions pour faire appliquer la loi, y compris au cas d'espèce dans ce que nous avons vécu. Alors après cette déclaration de Thierry Breton, qui a évidemment choqué beaucoup d'internautes attachés à la liberté d'expression, nous avions reçu l'avocat Arnaud Di Meglio et le journaliste Didier Maisto, qui n'a pas manqué d'alerter sur l'interprétation très large de ces nouveaux paramètres. Il pointera également le manque de légitimité de ceux qui ont osé pondre un texte plus liberticide encore que la loi Avia de 2020. Mais il y a aussi des problèmes de fond quant à la définition de ce que pourrait être, par exemple, un appel à la révolte. Qu'est-ce qu'un appel à la révolte ? Qui décide que c'est un appel à la révolte ? Qui va immédiatement, comme l'a répété plusieurs fois M. Breton, supprimer les contenus ? Quelle est la garantie pour un citoyen que ce ne soit pas une censure ? Quelle légitimité d'abord à Monsieur Breton, qui n'est qu'un fonctionnaire, qui est quelqu'un de nommé, qui n'a aucune légitimité populaire, politique, électorale, pour censurer ainsi des millions de gens qui vont exprimer une opinion. Et Didier Maisto est loin d'être le seul à dénoncer ce texte européen. Un autre journaliste également très présent sur les réseaux sociaux et animateur de la chaîne YouTube du Monde Moderne a lui aussi pointé sa dangerosité. Alexis Poulain est quelqu'un qui connaît bien la censure. Il l'a récemment subi à 2 reprises. Une première fois après le déclenchement du conflit en Ukraine, suivi de la fermeture brutale de la chaîne RT France. Enfin, quelques mois plus tard, c'est sur la plateforme de diffusion en direct Twitch que le média d'Alexis Poulain, Le Monde Moderne, est censuré sans ménagement et sans aucune justification. Il s'inquiète donc légitimement de la capacité de nuisance que pourrait avoir la Commission européenne sur les libertés publiques. Cette réglementation unique au monde, élaborée par Bruxelles, leur impose dorénavant des obligations, de moyens de lutter contre les contenus illicites qui sont la propagande, les fake news, la violence, la vente de produits contrefaits ou dangereux. Alors moi, il y a 2 choses qui m'inquiètent. C'est 1, la propagande. Il n'y a que ça. Quand vous êtes un parti politique, vous faites de la propagande, donc il va falloir lutter. Mais j'imagine seulement contre certains partis politiques. Les fake news, il n'y a que ça. Une interview de ministre sur une matinale de France Inter, c'est 4 fake news, à minima.
Et puis, la violence, quand vous montrez les violences policières, vous allez être censuré parce que vous montrez des violences qui n'ont pas droit d'exister dans une république, dans une démocratie libérale. Donc, ce projet de censure des réseaux sociaux est pour moi un scandale. Il est dangereux pour la démocratie, il est dangereux pour la liberté de parole. Attention, il n'est pas question de sécurité, il est question de censure politique ici. C'est vraiment effrayant. Alors va-t-on vraiment assister à une métamorphose complète des réseaux sociaux ponctuée par des censures injustifiées, des suspensions arbitraires ou des contenus tellement lisses qu'ils n'auront plus aucun intérêt? Ou bien aura-t-on finalement un texte qui n'aura pas de conséquences concrètes sur la liberté d'expression et indiquera que nous nous sommes enflammés finalement pour rien? C'est en tout cas ce que je souhaite. Merci Louis Rigaudière pour cette chronique. Alors, à vous écouter, en fait, avec l'Arcom, ça va être la grande liberté. En fait, comparé à ce Digital Service Act, nous, la Radio Courtoisie, alors on est aussi sur les réseaux sociaux, mais on va être peinard, là. Bah, en tout cas, non, mais là, c'est surtout ce qui va changer, c'est à l'échelle européenne que ça va se décider, ce qui fait que ça limite drastiquement les recours possibles, et c'est en tout cas ce que craignent de nombreux médias comme nous, parce que nous, on a l'habitude d'aborder des sujets extrêmement larges, et on évite de se mettre des barrières et d'avoir des listes noires, et malheureusement, voilà, ça nous joue parfois des tours, et on craint forcément qu'il y ait des sanctions qui tombent assez arbitrairement, et surtout rétroactivement, ce qui nous arrive assez régulièrement, il faut le dire. Donc voilà, c'est surtout c'est les médias un petit peu comme nous craignent les conséquences qui peuvent être totalement imprévisibles. Ça nous oblige même à d'intervenir, mais à une espèce d'autocensure a priori en fait, en se disant on va pas aborder tel sujet. Et je sais que c'est un grand sujet qui a souvent été abordé même par des journalistes qui travaillent dans des gros médias, notamment la Maison de la Radio. Il y en a qui me disaient on est obligé de faire attention avant, en disant on va pas traiter ce sujet-là ou on va pas aller par là parce qu'il y a trop de risques, c'est trop risqué, on va se faire censurer ou bloquer et donc sanctionner en fait. Même nous on a ça, Louis Rigaudière, vous le savez parce que vous vous occupez des réseaux sociaux, on est invisibilisé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas, notre chaîne n'est pas supprimée. Par exemple sur Facebook, on voit bien que le contenu qu'on partage a moins de visibilité qu'avant parce qu'on a abordé des sujets qu'il ne fallait pas. Voilà. Mais alors après, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé une chronique justement là-dessus sur le Digital Service Act ce matin de BFM TV. Alors évidemment, il ne parle pas comme vous, il y a un autre discours qui est ça va limiter finalement les contenus addictifs personnalisés, parce que le chroniqueur parlait notamment des recettes de cuisine. Si vous commencez à regarder les recettes de cuisine, il n'y a que ça. Mais le problème, c'est évidemment pas les recettes de cuisine, c'est si vous commencez à regarder des produits trop radicaux, après vous pouvez vous radicaliser. Alors comment? Donc là, on met tout dans le même panier, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens sont de plus en plus addictifs en fait aux réseaux sociaux. Donc on va leur dire, on va faire en sorte que vous soyez moins addictifs. Et puis en plus, si vous pouvez être moins addictif à des choses qui nous dérangent, alors là, c'est parfait, quoi. Oui, c'est sur l'algorithme qui vont jouer. Voilà. Et puis le but, forcément, est toujours salutaire. C'est de limiter l'addiction des jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux. Non, mais ils utilisent quelque chose de vrai. Oui, et voilà, sur la recette de cuisine, mais ça peut être 1001 sujets. Mais en tout cas, on sent que ce qui est visé en sous-main, c'est un petit peu les contenus idéologiques, politiques, qui là, forcément, vont également être concernés. Et quand on voit les sanctions, on sait, oui, peut-être pas tous, c'est vrai. Ça va être très sélectif, c'est vrai. Et si quand on voit les sanctions que peuvent avoir les réseaux sociaux s'ils n'appliquent pas, parce qu'ils n'auront pas le choix, c'est la loi. Maintenant, c'est écrit, ils ne peuvent pas discuter. Et donc, ils peuvent avoir une amende de 6% leur chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a vu. Et même, alors aller au-delà, la suppression totale du réseau concerné. Alors là aussi, en Europe, il y aura des recours, etc. Eux aussi auront moyen d'empêcher ça. Mais ça fait quand même assez peur, parce que là maintenant, ça nous rappelle la loi Avia de 2020 qui avait été à 80% retoquée par le Conseil constitutionnel. Là, voilà. Oui, mais si je peux faire l'avocat du diable, on dit que les GAFAM ont beaucoup trop de pouvoir, on dit que les réseaux sociaux ont beaucoup trop de pouvoir et qu'ils ne sont pas sujets à la législation. Est-ce que là, on ne peut pas se dire, justement, c'est bien, la Commission européenne fait en sorte de donner un cadre à ces réseaux sociaux. Oui, mais cadre pas restrictif, du coup. C'est compliqué. En fait, c'est un... Mais, après, c'est bien dans un sens. Mais c'est un cadre idéologique. Après, on aimerait que les règles qui définissent ce cadre soient très claires et qu'elles ne soient pas soumises à des interprétations. Qu'est-ce qu'un appel à la révolte? Qu'est-ce qu'un propos haineux? Qu'est-ce qu'une fausse information? Et là encore, on va déplacer le curseur
au besoin, et ça risque d'avoir des dégâts absolument terribles pour des petits médias. C'est généralement les petits qui souffrent en premier, et on ne voit pas vraiment comment on va pouvoir contrer tout ça. Parce que, encore une fois, les réseaux sociaux seront obligés d'appliquer ces règles. Et je pense qu'au vu des sanctions qui les attendent, ils vont préférer prendre des précautions et de censurer à tout va plutôt que de risquer la main sévère de Thierry Breton. Alors que l'intérêt pour eux était normalement de laisser la parole libre, puisque ça génère plus de contenu, plus de trafic, plus de commentaires, donc plus de ressources publicitaires. Mais la fin de la liberté sur Internet est actée, il faut le comprendre. Pendant une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, on était quasiment libre. Même les radios qui émettaient sur Internet n'étaient pas assujetties aux mêmes règles que les radios sur la bande FM. Par exemple, pour Radio Courtoisie, vous savez qu'on a l'autorité de tutelle qui est l'Arcom et qui donc est garant de la bonne utilisation de la chaîne. Mais sur Internet, vous pouvez monter une radio et raconter absolument n'importe quoi, ce qui n'est plus vrai puisque maintenant l'Arcom est aussi compétente sur Internet. Donc sur les radios, mais évidemment sur les sites Internet, les contenus et ainsi de suite. Ça ne va pas dans le bon sens. Oui. Et d'ailleurs, soulignons qu'on en parlait hier avec Régis de Castelnau, on parlait de l'extrême centre. L'extrême centre, c'est cette frange politique, donc ni droite ni gauche, ou tout simplement centriste. Le macronisme. Le macronisme, mais même, je pense que ça avait préexisté même avant, en fait, qui se sent immunisé par le fait de son centrisme, immunisé des dérives autoritaires, des dérives totalitaires même, et que du coup, Darmanin n'arrête pas de tenter de dissoudre des associations souvent ces ordonnances sont arrêtées par je sais plus comment on dit, par le Conseil d'État. Sont par le Conseil d'État. C'est souvent quand ça concerne des associations de gauche. De gauche. Très mal. Alors tout le temps. il tente d'interdire des colloques où c'est des intellectuels qui parlent. Le colloque de l'Iliade qui a été interdit. Préventivement. Préventivement. Celui de l'Action française qui, finalement, l'Action française a pu quand même tenir son colloque, mais on parle de gens qui se réunissent dans une salle pour parler de sujets historiques et littéraires. Et l'extrême centre se sent immune de toute dérive, alors que c'est lui qui propose les solutions, des mesures politiques qui sont finalement, sur ces 20 dernières années, les plus autoritaires, comme toutes ces interdictions de manifestation de la part de Darmanin, mais même le port du masque obligatoire, une vaccination par l'arrachement d'un consentement de façon extrêmement violente. On pourrait parler aussi de l'avortement à 14 semaines qui même pour les obstétriciens pose question. En fait, ces centristes se sentent complètement... Ils sont au-dessus des vices de l'homme, des vices de l'homme politique qui peut arriver... parce qu'il est humain et parce qu'il peut mal utiliser du pouvoir, ils se sentent immunes de toutes ces dérives. Ils sont immunisés parce que ce sont eux qui écrivent les règles, tout simplement. Et ce qui est très drôle, vous parliez du colloque de l'Iliade, il n'y avait pas eu d'incitation à la haine, mais c'était potentiellement... il y aurait pu avoir c'est préventif. Préventif. C'est-à-dire qu'ils regardent dans l'avenir et ils se disent tiens, ça peut déraper. C'est la jurisprudence Dieudonné. Je ne soutiens absolument pas ses propos, mais on a interdit des spectacles a priori en disant il va sûrement dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc dans le doute, on coupe avant. C'est ce que disait Régis de Castelnau également. Sur Dieudonné, c'est absolument juridiquement scandaleux. Présumé coupable. Voilà. Et c'était, je ne sais plus comment s'appelait ce document, mais c'était un genre de lettre adressée au préfet qui listait un nombre de critères pour interdire des manifestations, et il y avait dedans des slogans, et donc des slogans par exemple pour la remigration, ou qui faisaient l'amalgame, le lien entre immigration et insécurité, qui est un amalgame, et que Darmanin a même fait. Donc Gérald Darmanin voulait interdire même l'expression d'une opinion. Je crois que Régis de Castelnau l'a décrypté sur son blog de façon passionnante. C'est terrifiant d'en arriver à une confusion entre l'opinion et immédiatement la criminalisation de la parole. Oui, c'est des faits qui peuvent aller vers les recours et qui peuvent parfois des décisions qui peuvent sauter, parce que juridiquement c'est vrai que c'est difficilement défendable, surtout l'expression d'une opinion et pas forcément d'un appel à la révolte, qu'on dirait, à la violence. En tout cas juridiquement il y a moyen de s'en sortir malgré tout, mais il faut entamer les démarches, etc. En tout cas, vu que la décision est immédiate, l'événement en ce qui concerne l'Institut l'Iliade ou d'autres, n'a pas lieu.
en attendant. Donc en attendant que les recours se fassent et que le procès conduise jusqu'à son terme. Donc c'est une perte de temps et c'est stratégique. Donc c'est pour ça que on fait tous ces liens, on brasse un petit peu large pour dire que ça peut également arriver sur le numérique et dans cette situation un peu ubuesque où on va censurer et on réfléchira ensuite. C'est un petit peu ça qui risque de se passer et ce qui fait qu'on aura une autocensure assez massive et des réseaux sociaux très lisses. Il y a un très bon livre de Guillaume Travers aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle La société de surveillance, le stade ultime du libéralisme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique que plus l'État finalement est libéral et plus il vous surveille. On pourrait croire le libéralisme c'est la liberté, donc en fait chacun fait ce qu'il veut. Et en fait non, c'est-à-dire que les communautés ont de moins en moins de poids, donc l'État a de plus en plus de poids et doit surveiller. Se substitue à des liens organiques. Oui, c'est ça. Il y a plus de communauté un contrôle social avec plus de police. Voilà, c'est ça, exactement. On pourrait se dire, TikTok, finalement, les gens, c'est aux parents de dire, t'as 12 ans, t'arrêtes sur TikTok, t'as pas de portable, t'arrêtes d'être addictif. Ils le font pas. T'as le droit à 20 minutes. Ils le font pas. Donc c'est l'État qui va dire, on va limiter pour les mineurs l'installation de TikTok. Mais ça ne le regarde. Ça ne les regarde pas, mais après, pas la commission totalitaire. Après, est-ce qu'il n'y a pas non plus un rôle des autorités d'alerter les gens? Enfin, j'ai vu un reportage hier où on explique qu'il y a des bébés de moins d'1 an qui passent déjà une demi-heure ou 1 heure par jour sur les tablettes à regarder des bêtises, ce qui déjà ne les instruit pas, c'est sûr, mais surtout les empêche de s'éveiller, puisqu'on a besoin de manipuler des cubes, n'importe quoi pour... Non, mais ça court-circuite leur imaginaire, tout ça, c'est terrible. Donc, Non, mais c'est vrai que ce qu'on craint existe déjà, la censure préventive, la censure arbitraire, les comptes, l'invisibilisation, etc. Ce qu'on craint absolument, c'est que ça s'aggrave et que ça perdure et que ça soit maintenant complètement légalisé et inscrit dans les textes. Donc, et même l'idée de vouloir sanctionner l'appel à la révolte, on dirait le Capitole dans Hunger Games, quoi. C'est un peu ça. Non. Que j'ai pas vu, mais c'est pas grave. Ah ouais, bon, le premier bien, les autres beaucoup. Okay. Bref, un immense merci à vous pour cette zone libre. Merci à vous, Louis Rigaudière, Franck, que je n'ai pas présenté tout à l'heure au début. Merci à tous.